propose qu'on passe maintenant à un échange sous le format questions-réponses. Quelques questions m'ont été communiquées. Première qui nous est adressée. Suis-je obligé de dire que j'ai une maladie chronique à mon employeur? J'ai peur de le dire à mon patron parce qu'il va me juger différemment et que si mes collègues sont au courant, ils vont aussi me regarder différemment. Je ne sais pas si une personne veut répondre à cette question. Éventuellement, je pense naturellement à Martine Dos Santos ou éventuellement à Hélène. Est-ce que vous voulez intervenir? Il n'est absolument pas obligé de dire à son employeur que l'on a une maladie psychique. On n'est pas obligé non plus d'avoir une reconnaissance de travailleur handicapé parce que on peut vouloir travailler dans le milieu ordinaire sans accompagnement. Et donc, si on s'en sent les capacités, eh bien, on peut être handicapé et travailler ainsi. Mais quand même, je dois dire que c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, il y a Cap Emploi, par exemple, qui peut aider à accompagner un emploi, aussi bien auprès de l'employeur que de l'employé. Et si par malheur, la personne a une défaillance à un moment donné, ce ne sera pas la surprise, ce sera prévenu un petit peu. Et donc, il faut se servir de ces dispositifs qui sont vraiment liés au handicap. Oui, bien sûr, handicap psychique. Ouais. Est-ce que Hélène veut compléter? Oui, je rajouterai juste qu'effectivement, en tout cas, au moment du recrutement, le recruteur n'a pas le droit de poser ces questions. Je crois que c'est important de le dire. Il y a des questions qui sont interdites, et notamment celle de l'état de santé. Après, je pense effectivement que, après, c'est une question de relation de confiance, mais effectivement, on n'est pas obligé de parler de son état de santé. Oui. Pour abonder dans ce sens, il n'y a pas une obligation de dire à son employeur qu'on a une maladie chronique. Enfin, pour expliquer quand même une maladie chronique telle que aujourd'hui c'est défini par l'OMS, c'est une affection en fait longue durée, et il y a plein d'affections longue durée qui sont invisibles. Ça peut être endocrinologiques, des maladies infectieuses telles que le VIH. Et donc, il n'y a pas lieu de révéler ça à son employeur, sauf si on a besoin d'aménagement de son poste de travail en raison justement de cette pathologie ou de cet handicap. Mais dans ces cas-là, en plus de ça, ce n'est pas tellement à l'employeur qu'on va le dire, c'est plutôt au médecin du travail ou au médecin de prévention si on travaille dans la fonction publique qui, lui, va faire des préconisations à l'employeur, mais qui, sous le couvert du secret médical, ne divulguera pas la pathologie ou le handicap dont vous êtes porteur. Donc, sachez que s'il y a un interlocuteur en matière d'emploi vers lequel il faut vous tourner, si vous estimez que vos conditions de travail ne vous permettent pas un bon exercice, c'est davantage vers le médecin du travail ou le médecin de prévention, plutôt que vers le service des ressources. Oui. Voilà. Alors, une seconde question qui, je pense, m'est directement destinée. Est-ce que le défenseur de droit intervient dans les écoles? Sinon, vers qui se tourner? Alors, il faut savoir que la mission première du défenseur de droit est avant tout d'accompagner les personnes à faire valoir leurs droits. On développe des missions d'information du grand public et également aussi parfois des sessions de sensibilisation dans les écoles à travers un programme qui est le programme JAD, donc les jeunes ambassadeurs des droits et de l'égalité, qui sont des jeunes que nous recrutons en service civique et qui interviennent justement pour faire de la sensibilisation de pair à pair sur les questions d'égalité, mais les juristes ou les délégués n'ont pas pour mission première d'intervenir dans les écoles. Mais pour ça, pour le coup, il y a d'autres structures, notamment des structures associatives. Je ne sais plus qui en parlait un peu plus tôt, je ne sais plus si c'est Martine ou Hélène. Voilà. Oui, mais par exemple, le Boulevard des Potes, effectivement, propose des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Voilà, donc
On va discuter avec les élèves, essentiellement collégiens et lycéens, sur des questions de lutte contre les discriminations. On propose un concours aussi, le CyberAid d'égalité. On a des expositions, voilà, on a des outils pédagogiques qu'on met à disposition des établissements. Donc nous, on fait ça, mais on n'est pas les seuls. Effectivement, vous avez d'autres associations qui peuvent intervenir auprès des élèves. Et on avait même fait une action avec l'inspection académique de la Gironde auprès des équipes éducatives, là. On agissait auprès des adultes qui encadrent les élèves dans les établissements sur la lutte contre les discriminations. Voilà. Très bien. Alors, une autre question qui est destinée à Périgord Habitat, d'une personne qui nous dit « J'ai une maladie mentale et souvent victime de préjugés. Pensez-vous que la formation change les préjugés des gens sur la maladie mentale ?» C'est une bonne question. Ça peut lever des préjugés, ça c'est sûr. Après, personne extérieure, c'est compliqué. Je peux pas. C'est difficile de répondre à ça. Est-ce que M. Garot ou M. Sajot, qui eux aussi ont mis en place ou ont participé à des formations, peuvent nous donner leur avis, hein. Apparemment, la question était fléchée pour Périgord Habitat, mais comme d'autres intervenants ont mis en place des formations, n'hésitez pas à nous partager votre point de vue. Est-ce que vous, avec le recul, justement, vous pensez que ces formations ont participé à faire évoluer les préjugés, notamment sur la maladie mentale? C'est la question de la personne. Monsieur Caro. Oui, clairement. Au niveau des collègues, alors certains avaient déjà été confrontés à la maladie mentale, mais clairement, on a suite à ces formations, on a d'autres demandes de continuer les formations et développer tout ça, tout à fait. Merci. Monsieur Sajot, vous voulez apporter un petit complément ou nous faire part de votre regard? Je dirais comment il fallait aller plus loin encore. Ils auraient voulu faire un vie-ma-vie avec les AT. Malheureusement, cette année, c'était un petit peu compliqué, mais ils ont carrément voulu aller plus loin. Carrément. Ok. Bon, du coup, on note plutôt un bilan positif de ces actions de formation de la part de toutes les personnes qui ont participé. Je pense que plus généralement, la formation, plutôt la sensibilisation, mériterait d'être généralisée, et ce sans doute dès le plus jeune âge, au moment où les préjugés justement tendent à se construire, et il est important de les déconstruire le plus rapidement possible, mais c'est mon avis personnel. Alors, une autre question. Je me sens victime de discrimination, mais je n'ai pas de preuves. Que puis-je faire? Hélène? Alors, ça n'a pas de preuves. C'est-à-dire que comment dire, souvent on n'a pas de preuves très tangibles, hein, puisque comme on le disait, la discrimination elle va être insidieuse. Donc après ça dépend. Il faut déjà dans un premier temps c'est peut-être se faire accompagner par une association ou par le défenseur des droits qui va regarder un peu le dossier, voir s'il y a des éléments constitutifs ou pas. Ensuite, s'il y a vraiment rien, parce que des fois on pense être discriminé mais on ne l'est pas. Donc aussi savoir est-ce qu'on est dans le ressenti ou est-ce qu'on est vraiment dans le fait, dans l'acte de discrimination. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, si on n'a vraiment aucun élément écrit ou de témoins, ou de témoignages, etc., à ce moment-là, on peut essayer un testing. Donc là, par exemple, ça peut être un testing téléphonique ou un testing physique aussi, ça peut. Alors, exemple, on va envoyer deux CV assez similaires, identiques, et on va changer, comme je vous expliquais, une donnée, un critère sur lequel on pense avoir été discriminé, et on va voir comment est traité l'un et traité l'autre. Et alors, je vous raconte le testing un peu simplifié. Il y a quand même une méthodologie. Il faut un témoin neutre qui assiste à ça. Souvent, il faut enregistrer aussi, etc. Mais du coup, ça peut être un moyen de révéler la preuve, d'amener la preuve, le testing. Voilà. Et là encore, c'est bien de se faire accompagner par une association ou par... je ne sais pas si le défenseur des droits, il peut faire ce genre de... Si, absolument.
Voilà. Oui. Voilà, alors après, effectivement, comme je disais, il y a l'aménagement à la charge de la preuve qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir à amener des preuves. C'est à la personne qui est mise en accusation de prouver qu'elle n'a pas discriminé. Mais quand bien même, il faut un minimum d'éléments quand même. Hein, faut amener des indices, en tout cas. Alors après, il faut voir, c'est au cas par cas, en fait. C'est vraiment, chaque dossier est différent. Faut fouiller. Des fois, on peut avoir des preuves qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, quand on va, si c'est par exemple dans l'emploi, on peut remonter sur des fiches de salaire sur les dernières années et comparer avec d'autres employés. Enfin, voilà. Vous avez aussi, au sein d'une entreprise, des délégués du personnel ou syndicats qui peuvent vous accompagner à détecter aussi des indices de discrimination. Ouais, je sais pas si Romain Blanche a certainement ajouté des choses. Non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, si j'ai un message à faire passer, c'est surtout celui de dire aux personnes qui estiment avoir fait l'objet de discrimination de ne pas s'auto-censurer, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est ce qu'on constate, hein, la plupart des personnes qui font l'objet de discrimination, en fait, n'engagent pas de démarche pour faire leur droit, notamment justement parce qu'elles estiment ne pas avoir d'éléments de preuve. Voilà. La recommandation faite par Hélène, je la partage tout à fait, à savoir aller vers des acteurs, que ce soit des acteurs associatifs, que ce soit des acteurs syndicaux, enfin voilà, rapprochez-vous d'une organisation syndicale ou encore vers un délégué du défenseur des droits qui peuvent vous aider justement à faire le point sur votre situation, vous aider éventuellement à recueillir des éléments justement de preuves qui laissent présumer l'existence d'une discrimination à défaut de preuves tangibles en tant que telles. Parfois, en fait, le fait de faire un discours circonstancié, chronologique, avec des paroles, enfin, ça peut être un élément déclencheur en fait, permettant d'engager une procédure. Donc, vraiment, enfin, ne vous auto-censurez pas et faites des démarches pour ne pas que ces discriminations restent impunies. D'autant qu'il existe aussi des outils comme le testing, comme l'a dit Hélène, qui permettent justement de faire le jour sur ces agissements. Autre question, parmi les entreprises présentes, alors il n'y a pas que des entreprises, mais on va dire parmi les intervenants, est-ce que certains d'entre vous ont participé au Duo Day? Non. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait. Oui, mais non. Oui, l'année dernière, on a accueilli un résident de la PEI qui est venu à la bibliothèque départementale. Il a passé une journée avec nous et ça s'est relativement bien passé. Alors, c'était les quelques raisons, c'est pas vis-à-vis de nous, avec comme c'est la première fois avec la PEI, on ne s'est pas assez bien préparé, quoi. Voilà. Mais oui, il faut préparer. Voilà, c'est ça. C'est un problème de préparation entre nous, mais sinon c'était très très enrichissant. Pour lui, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Est-ce que vous, Monsieur Garou ou Madame De Santos, voulez bien expliquer en quoi consiste ce dispositif, qui est un dispositif national pour le coup, hein. Oui, pour moi, le Duo Day, c'est une entreprise qui va prendre une personne vulnérable, une personne handicapée pendant une journée pour travailler avec eux, enfin leur faire, voilà, c'est ça, c'est de faire un duo avec une personne vulnérable. Pour moi, c'est ça le Duo Day. Et effectivement, je pense que ça existe assez, hein, je pense que c'est quelque chose qui est assez développé. Bon, on n'en entend pas trop parler, mais je suis sûre que c'est assez développé, ça, par contre. Oui. Et c'est bien. Mais ça se prépare, c'est vrai. C'est quelque chose qui se prépare, oui, tout à fait. On entend souvent parler à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap qui a lieu, je crois, en octobre ou novembre, je ne sais plus. Je crois que c'était le 18 novembre là, cette année. Novembre, ouais. Très bien. Est-ce que parmi les autres intervenants, c'était quelque chose que vous connaissiez et auquel vous aviez participé, non? Ok. Bon, vous savez ce qui vous attend pour l'année prochaine, hein. Vous inscrire à cette opération, mais parce que pour le coup, je crois qu'il y a beaucoup
demandes qui émanent de la part de personnes en handicap et que on peine à trouver des structures pour accueillir les personnes. C'est un jour, donc c'est pas énorme, mais c'est vrai que ça nécessite une petite préparation si on veut accueillir les personnes dans de bonnes conditions. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut participer aussi à faire changer le regard sur le handicap au sein d'une structure et qui peut aussi être très utile pour la personne concernée. J'ai une autre question, je vois. Alors, j'ai une maladie psychique. Comment puis-je faire aménager mon poste? Car le matin, je suis incapable d'être présente à 9 heures. Si la personne connaît ses difficultés, notamment de ne pas pouvoir se lever tôt le matin pour aller travailler parce que les médicaments ont un impact sur le comportement, là vraiment, il y a une nécessité de se faire accompagner aujourd'hui. Bon, lorsqu'une personne handicapée psychique dit « je veux travailler », je crois qu'il faut qu'elle commence par se faire accompagner toujours, hein, par un père ou par quelqu'un, mais se faire accompagner et aller voir Pôle emploi, expliquer sa situation et dire que cependant elle a des capacités de travail, mais qu'elle aimerait être accompagnée, tout simplement, parce qu'il y a 10 000 raisons pour lesquelles on peut avoir besoin d'être accompagné quand on est une personne handicapée psychique. Et là, encore une fois, Pôle emploi dirige vers Cap emploi qui met en place, alors aujourd'hui on parle de job coaching, enfin c'est pareil, hein, c'est de l'emploi accompagné, c'est quelque chose qui se développe certainement peut-être plus ailleurs que dans nos chères provinces, mais ça arrive. Et donc c'est vraiment un confort, c'est vraiment se donner le confort d'être dans la réalité, que l'employeur soit bien mis au courant de la situation, que dès qu'il y a un souci, il y a quelqu'un qui intervient, et puis surtout vraiment pour l'aménagement du poste, quoi. Oui, vraiment. Et les horaires, surtout les horaires, est-ce que ça peut être un travail à mi-temps, à tiers-temps, tout ça, ça entre en ligne de compte. Et je pense que si ces dispositifs étaient utilisés plus souvent, on aurait peut-être plus de personnes handicapées psychiques qui travailleraient parce que ces personnes, la plupart du temps, leurs facultés intellectuelles ne sont pas impactées. On n'est pas dans une maladie qui bloque le cerveau, pas du tout. Donc ces gens, ils ont certaines capacités intellectuelles qui méritent d'être utilisées. Donc c'est fort dommage qu'on n'en profite pas. Donc vraiment, moi, je suis, je pense, dans le contexte où je travaille aujourd'hui, ce dont je me rends compte vraiment, c'est que l'activité, quelle qu'elle soit, est vraiment une chose très importante qui agit à 50% sur la possibilité d'insertion de ces personnes dans la vie sociale. Voilà ce que j'en pense. L'activité, c'est bien sûr, ce n'est pas toujours le travail, mais croyez-moi, c'est le travail aussi. Hein, et beaucoup de personnes sont capables de travailler. Voilà. Donc, il faut aussi dédramatiser tout ça. Hein. Quand on parle de stigmatisation, on est en plein là-dedans, on dit ben non, il ne peut pas travailler. Oui, bien sûr qu'il y a un certain nombre de personnes malades psychiques qui ne peuvent pas travailler. C'est une chose réelle. C'est pour ça que l'allocation adulte handicapé existe, parce que pour certains, ce n'est pas possible. Mais pour beaucoup, c'est possible. Et j'espère vraiment que ça pourra se développer. Mais aujourd'hui, le contexte de l'emploi va être bien compliqué dans les moments qui vont suivre et ça ne va pas arranger les choses. Mais on ne baissera pas les bras, on parlera toujours de cette chose-là. Merci. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, encore une fois, hein, si jamais vous êtes déjà en situation d'emploi et que une maladie psychique survient, n'oubliez pas aussi que vous
pouvez vous tourner vers le médecin du travail ou vers le médecin de prévention qui, lui seul, peut faire des préconisations relatives à votre poste qui doivent être suivies pour le coup par votre employeur. Mais votre employeur n'aura pas l'obligation d'aménager votre poste si vous-même, de votre propre initiative, vous lui dites que vous avez besoin d'arriver à 12 heures et pas à 9 heures. Lui, il a besoin de s'appuyer sur un avis médical. Voilà. Et sachez que si jamais le médecin du travail fait des préconisations pour aménager votre poste et que si celles-ci ne sont pas suivies par votre employeur, alors le fait de refuser d'aménager le poste est constitutif d'une discrimination. Et donc là, pour le coup, la responsabilité de votre employeur pourrait être engagée devant les tribunaux. Ouais, voilà. Tout à fait. Très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Romain. Vous avez été vraiment un très bon. Ça y est, j'ai encore oublié le modérateur. Voilà ce que je cherchais maintenant. Ouais, vraiment, c'était très, très, très bien. Les intervenants, je vous remercie parce que c'était un exercice vraiment pas facile. Hein, quand on parle comme ça à un écran, c'est quand même moins agréable que quand on a un public. Mais on y reviendra, hein, rassurez-vous, on ne fera pas que des vidéos. Je vous remercie tous et puis dans chacun de vos devoirs, quel que soit la défense des droits, le logement, la culture, l'emploi, ça sont des domaines où il faut être actif. Écoutez, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et je suis persuadée qu'on se retrouvera en présentiel un de ces jours. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais reprendre le relais. Merci beaucoup, Romain. Vous avez été vraiment un très bon. Ça y est, j'ai encore oublié le modérateur. Voilà ce que je cherchais maintenant. Ouais, vraiment, c'était très, très, très bien. Les intervenants, je vous remercie parce que c'était un exercice vraiment pas facile. Hein, quand on parle comme ça à un écran, c'est quand même moins agréable que quand on a un public.